Alors, bonjour à tous et merci à vous d'être présents aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de faire un point ensemble sur les récents événements sanitaires et géopolitiques qui ont impacté le transport international de marchandises. Alors, comme d'habitude, je vais laisser 2 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne et j'en profite pour nous présenter rapidement, en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, en quelques mots, Oversea est un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie et le digital pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. Aujourd'hui, on accompagne plus de 700 entreprises comme Engie, Vinci, Cézanne ou encore Nux, et ce, dans plus de 60 pays dans leur transport international de marchandises. Pour ma part, je me présente rapidement, je suis Héloïse Roux, je travaille au procurement maritime chez Oversea, et pour animer ce webinaire, je suis accompagnée de Hugo de Borgy, qui est responsable du procurement aérien chez Oversea. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Comme vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, et il était grand temps de faire un point ensemble. Donc aujourd'hui, on commencera dans un premier temps par faire un point macro sur le contexte mondial qui est actuellement sous tension entre le conflit qui dure en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine. Ensuite, on fera un point global sur l'aérien et on vous donnera nos recommandations par trade. Et on finira par le maritime FCL avec, encore une fois, un point sur la situation et nos conseils opérationnels par trade. On a beaucoup de choses à vous communiquer aujourd'hui, donc ça va être un peu dense, mais on espère vraiment que toutes ces infos vont vous aider à y voir un peu plus clair pour les semaines à venir. Voilà, avant de laisser la parole à Hugo, je vous rappelle que vous avez un onglet à droite pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et on y répondra à la fin. On prendra le temps d'y répondre à la fin dans la deuxième partie du webinaire. Merci Héloïse et bonjour à tous. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose de revenir brièvement sur le contexte international qui a un impact sur la supply chain. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis le 24 février, l'actualité est marquée par le conflit en Ukraine qui a un impact direct sur la supply chain. Par exemple, le temps de vol moyen entre la Chine et l'Europe a augmenté de 2 heures. Nombreux de ces vols ont été supprimés. Le ferroviaire a été mis en stand-by. Et en maritime, les majorités des carrières ont boycotté les ports russes. Mais c'est surtout l'impact indirect qui a souligné. On note une certaine morosité dans le marché des affaires due à des sanctions contre les entreprises russes et une crainte des conséquences long terme sur l'économie. Le conflit a notamment contribué à l'augmentation de l'inflation et une baisse de la demande globale. Mais ce qui a été le plus visible et le plus rapide, c'était l'augmentation du fuel. Le baril est passé de $70 à $110 entre décembre 2021 et mai 2022. Même si le taux était déjà assez haut, le conflit n'a fait qu'aggraver les choses. À ce conflit, il faut ajouter ça à la politique zéro Covid en Chine. Nous en parlions déjà lors de notre dernier webinaire, mais cette politique est toujours en place et a toujours un impact sur la supply chain. La preuve en est le confinement strict pendant plusieurs semaines de 26 millions d'habitants dans la région de Shanghai. Donc, c'est une politique qui est mise en place au niveau local et qui varie d'une région à l'autre et peut être mise en place du jour au lendemain sans préavis. Les conséquences opérationnelles, vous les connaissez, vous les avez peut-être dû les observer. Les vivres, pardon, ce sont des usines qui sont fermées, des difficultés extrêmes à expédier. Plus largement, le risque est d'enrayer l'industrie mondiale en alimentant une pénurie et en maintenant des taux de transport très élevés. Voilà, et donc pour conclure sur cette première partie, et en fait au-delà du conflit en Ukraine et de la situation en Chine qu'on vient d'évoquer, on peut dire qu'il y a de manière générale une incertitude sur la demande globale. On a d'un côté les prévisions de croissance dans bon nombre de pays importateurs qui restent faibles en raison de la forte inflation et du contexte géopolitique, mais de l'autre, la réouverture de la production à Shanghai et le début des importations de Noël peuvent rapidement créer un appel d'air pour la demande. Alors maintenant qu'on a posé le contexte, on va s'intéresser à la situation par mode de transport et on va vous donner nos recommandations opérationnelles. Et juste avant de commencer, je voudrais faire un petit mot sur le rail, donc sur le transport ferroviaire. Vous le savez certainement, depuis le début du conflit en Ukraine, la nouvelle route de la soie est quasiment fermée, en tout cas à la majorité des transitaires européens. Il existe des alternatives, notamment le Middle Corridor. Et si vous souhaitez plus d'infos à ce sujet, je vous invite à vous abonner au Chargeur. Donc le Chargeur, c'est notre newsletter hebdomadaire qui suit donc chaque semaine l'évolution des taux et de la capacité en maritime, en aérien et en rail. Donc cette newsletter, elle est disponible en français, en anglais et en espagnol. On va vous mettre le lien dans le chat pour vous abonner. Concernant le transport ferroviaire, si ça vous intéresse, vous pouvez donc également poser vos questions dans le chat et on pourra en parler à la fin. Mais aujourd'hui, notre présentation, elle va se concentrer sur l'aérien et sur le maritime FCL. Et justement, je laisse la parole à Hugo pour l'aérien. Donc, avant d'entrer dans une description par trade, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, la demande en aérien est extrêmement faible, pour plusieurs raisons. On a une baisse des nouvelles commandes expliquée par le contexte macroéconomique qu'on a déjà dépeint un peu plus tôt. Il y a aussi une pénurie de personnel en logistique, qui n'est pas forcément, mais également, on arrive en fin de cycle de reconstitution des stocks qui était urgente, qui avait été entamée à la fin des différents confinements fin 2020 et qui avait largement sollicité l'aérien.
Maintenant, je vous propose de regarder un peu l'offre par trade, et notamment en commençant par le trade Europe-USA. L'offre de freight, donc la capacité offerte par les compagnies aériennes, est extrêmement forte en ce moment. C'est un effet saisonnier, donc il y a les échanges touristiques qui sont très importants durant l'été, et les compagnies sont incitées du coup à injecter des vols pour soutenir cette demande. Et d'autant plus cette année où ça faisait 2 ans que les restrictions étaient importantes entre les deux continents, donc la demande est encore plus forte et l'offre offerte par les compagnies est encore plus forte. Donc, au niveau des taux, on observe une baisse récente. Pourquoi? Parce qu'on était sur une sorte de marché en déclin avec une hausse de l'offre, une offre très importante et une demande très faible. Donc, mathématiquement, les taux baissent et on observe ça depuis quelques jours. Mais est-ce que ça risque réellement de perdurer? Donc, déjà, comme expliqué, les vols ont repris, certes, mais depuis 2 ans, contrairement aux 2 dernières années, ces vols sont pleins de passagers. Donc, plein de passagers, c'est plein de bagages en soute et donc moins de places disponibles pour le fret. Contrairement à ce qu'on peut dire, on peut croire, donc il y a beaucoup de vols, mais pas forcément autant de capacité pour le fret. Aussi, l'ouverture de la Chine, qu'on va expliquer après, va inciter les compagnies cargo qui sont actuellement présentes sur le transatlantique à déplacer leurs vols sur le trade Asie-Europe et Asie-US. Enfin, la hausse de fuel, donc on parle de 150% d'augmentation depuis 1 an, ne va pas permettre une réelle baisse des taux. Donc voilà, donc à suivre sur les taux sur du long terme. Donc les conseils opérationnels qu'on peut vous donner sur ce trade-là, c'est être souple, solliciter le marché spot qui est très intéressant en ce moment. On a des solutions aussi très compétitives, mais dites risquées, donc c'est-à-dire via des hubs qui ont moins l'habitude de traiter du fret. Donc, il faut être un peu moins regardant sur le transit time et sur le TA. Et enfin, on peut vous conseiller bien sûr de contractualiser vos flux hebdomadaires. Maintenant, je vous propose de passer sur le trade Asie-Europe et Asie-US. Donc, comme vous l'avez sûrement vécu, observé, la sortie de Chine a été très compliquée depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, à cause des différents confinements, et notamment à Shanghai. Donc, pendant plusieurs semaines, on a eu des usines qui ont été fermées, des compagnies de trucking également, des déclarants en douane et manutentionnaires confinés chez eux. Malgré le maintien des vols, il était tout simplement pour nous impossible de livrer les aéroports. La situation s'améliore actuellement, même si les habitants vont devoir rester confinés chez eux jusqu'à la mi-juin. Certaines usines sont en train de réouvrir en circuit fermé, donc les ouvriers dorment dans les usines. De plus en plus de routiers ont l'autorisation de circuler dans ces zones-là, même si les taux sont encore, le prix du trucking est encore plus cher qu'une période normale. Et les magasins de en ligne fonctionnent presque normalement et peuvent donc aisément réceptionner du fret. Le gouvernement chinois a obligé les compagnies à reprendre leurs vols sous peine de sanctions. Mais donc, à quoi s'attendre sur du court et moyen terme? Encore la semaine dernière, les taux étaient très faibles, car l'offre était quasiment normale, alors que la demande était très faible. En fait, c'était tout simplement parce que les usines étaient en train de réouvrir, donc il n'y avait pas forcément de marchandises à expédier. Donc, c'est pour ça que la demande était minime sur ce trade-là. Donc, à quoi s'attendre sur du long terme, sur les prochaines semaines? Donc, on va s'attendre à une peak season. On va avoir une sorte de goulot d'étranglement. Les usines vont produire tous en même temps des marchandises et les sortir en même temps des usines, ce qui a créé une grosse demande sur l'aérien, notamment accentuée par le fait que beaucoup d'importateurs européens et américains avaient initialement choisi du maritime. Mais comme ça fait que 2 mois que leurs marchandises sont bloquées en Chine, et pour des notions d'urgence, on va privilégier l'aérien au maritime. Après, ensuite, on va avoir sur du plus long terme une période d'accalmie durant l'été, ce qui est un peu un effet saisonnier qu'on retrouve chaque année. Et on va arriver dès septembre à une peak season qui va être crescendo, qui est montée crescendo jusqu'à la fin d'année, voire jusqu'au nouvel an chinois. La question à se poser, est-ce que cette peak season va être aussi importante que les 2 dernières années? Pour ça, on regarde l'offre. Donc, est-ce qu'il va y avoir plus de vols? Non, il n'y aura pas forcément plus de vols si les restrictions sanitaires imposées par la Chine sont toujours aussi fortes. Donc, il n'y aura pas d'échange touristique, donc pas plus de vols. Il faut peut-être regarder la demande pour le coup. Comme expliqué, on arrive à une fin de cycle de reconstitution des stocks qui avait largement sollicité l'aérien. On pense que d'ici la fin d'année, l'aérien va être moins sollicité, les importateurs vont vraiment se tourner plus vers le maritime. Donc, on peut espérer cette année une peak season moins importante que les 2 dernières années. Nos conseils opérationnels sur ce trade-là, c'est donc être souple, solliciter le marché spot. Donc, il existe de super taux en sortie de certains aéroports. Donc, il faut être prêt à payer peut-être un peu plus cher en trucking et attendre un peu plus de transit time vers ces aéroports, mais on peut aller chercher des taux de fret très intéressants. Et enfin, bien sûr, contractualiser vos imports réguliers hebdomadaires. Donc voilà, on a dépeint un peu la situation en aérien avec un trade transatlantique plutôt fluide et des complexités à venir sur le trade Asie-Europe et Asie-États-Unis. Je laisse la main maintenant pour la partie maritime à Héloïse. Effectivement, ouais, donc j'enchaîne avec le maritime FCL. Je vais moi aussi commencer par le trade transatlantique, donc Europe vers l'Amérique du Nord. Et vous allez voir que la situation est un peu différente de celle qu'on a décrite en aérien, puisque le trade Europe-États-Unis en maritime est très tendu depuis le début du 2e trimestre 2022. En effet, on a d'une part une demande qui est forte, les navires sont pleins, il est très difficile d'obtenir de l'espace. Et d'autre part, les congestions historiques que subissent les ports américains
ont entraîné des perturbations opérationnelles importantes, en particulier des retards navires, des omissions d'escale en Europe et aux États-Unis, et même des changements de port touchés dans les rotations des navires. Alors, vous savez peut-être que la congestion a eu tendance à se résorber ces dernières semaines, notamment du fait de la baisse du volume transporté depuis la Chine, ça on y reviendra. Mais aujourd'hui, on est toujours à 8 jours d'attente à New York et plus de 20 jours à Long Beach, Los Angeles. Donc ça reste quand même une congestion très importante. Conséquence donc de ce fort remplissage, les taux observés, que ce soit en fret pur ou par application de surcharge, sont à la hausse depuis janvier 2022. Donc on est sur une hausse d'environ 25 à 30% depuis janvier. Cette hausse des taux va continuer sur le troisième trimestre. Et on continue également d'observer une forte disparité dans les niveaux de prix proposés chez les différentes compagnies maritimes. Étant donné donc que la capacité est le principal problème sur ce trade, on peut vous formuler des conseils opérationnels de quatre ordres. Le premier, c'est d'anticiper vos bookings. Vous pouvez compter entre 5 et 6 semaines de préavis pour obtenir de l'espace sur un navire. Deuxième conseil, c'est de rester flexible, notamment sur le port de départ. Donc, par exemple, si vous êtes un chargeur français, vous pouvez utiliser alternativement Le Havre ou Fos, donc bien sûr en fonction du lieu de disponibilité de vos marchandises, et surtout d'éviter les ports du nord de l'Europe, notamment Hambourg et Rotterdam, qui sont extrêmement congestionnés. Troisième conseil, ce serait de déclencher des options premium, donc pour vos envois les plus urgents, ou de solliciter des compagnies maritimes plus chères, mais qui chargent plus rapidement. Et enfin, dernier conseil, choisir un commissionnaire de transport qui bénéficie d'allocations chez les compagnies maritimes, ce qui peut vous aider à obtenir de la capacité plus rapidement et de réduire le préavis nécessaire pour chargement. Maintenant, on va passer au trade donc Asie-Europe. Et ici, on retrouve beaucoup plus de similitudes avec la situation en aérien. Donc, bien sûr, c'est un trade qui connaît toujours des perturbations opérationnelles, notamment en raison du confinement de Shanghai. Donc, les usines tournent au ralenti en raison des restrictions de Covid. Et pour les biens qui sont tout de même produits, c'est très compliqué opérationnellement de récupérer la marchandise et de l'envoyer au port. Ces perturbations à Shanghai engendrent des reports sur les autres ports chinois et notamment sur le port de Ningbo, qui a vu son volume traité augmenter de 30% ces dernières semaines. On y observe une pénurie de chauffeurs, une saturation des entrepôts, donc il est difficile d'assurer le pick-up des marchandises, même si on trouve de la place sur un navire. Ce mécanisme de report, donc de Shanghai sur les autres ports, induit aussi des pénuries d'équipements, et notamment toujours à Ningbo, mais également dans les autres ports chinois, puisque les conteneurs vides arrivent à Shanghai, ils restent coincés et ne tournent pas dans les autres ports. Donc globalement, le trade Asie-Europe continue de souffrir de retard. On est sur des retards en ce moment de 9 à 10 jours environ. Et ça, c'est dû aux congestions dans les ports chinois, aux congestions dans les ports européens et également dans les ports de transbordement. Malgré tout ça, malgré toutes ces perturbations opérationnelles qu'on vient de décrire, ça reste une période plutôt calme pour vos imports d'Asie. Premièrement, c'est la slack season, donc c'est la période habituellement calme sur le marché entre le Nouvel An chinois et le début des imports de fin d'année, de Noël. En plus, avec le confinement de Shanghai, le volume global produit et donc transporté est en baisse. Et donc ça a trois conséquences. Les taux ont baissé depuis début janvier, on est sur une baisse de 15 à 20% environ. On retrouve depuis le début de l'année un certain équilibre entre l'offre et la demande. Donc en ce moment, on n'a pas réellement de problème d'accès à la capacité, mais les navires sont toujours quand même quasiment à 100% pleins. Et la congestion s'est un peu améliorée dans les ports chinois, donc on est aujourd'hui entre 2 et 6 jours d'attente au port, et la situation était bien pire l'année dernière. Alors maintenant, quelles sont les perspectives pour les mois à venir ? En fait, c'est assez dur de le dire. Aujourd'hui, on observe une légère remontée de la demande suite aux premières mesures de déconfinement à Shanghai, mais on n'observe pas non plus une explosion des carnets de commandes pour le mois de juin. En fait, les importateurs européens semblent toujours un peu méfiants quant à la reprise de la demande en Europe pour des raisons d'inflation et le contexte en Ukraine dont on a parlé. Donc, ce à quoi on peut s'attendre pour les semaines et les mois à venir, une légère hausse des taux en juin et une peak season qui va réellement démarrer début juillet, voire mi-juillet. Ce qu'on peut donc vous recommander pour vos imports d'Asie, c'est, si vous le pouvez, maximiser vos imports dans les prochaines semaines, puisque le mois de juin va rester relativement calme. Deuxième conseil, c'est également de contractualiser, et ce dès maintenant, car les compagnies en ce moment sont un peu plus prêtes à s'engager sur du long terme pour essayer de compenser la période calme qu'elles connaissent actuellement. D'autant plus que dès que le déconfinement de Shanghai sera prononcé, il y a quand même beaucoup d'experts qui s'accordent à dire que ça pourrait se compliquer et que la demande pourrait exploser d'un coup. Je vais terminer rapidement par le trade transpacifique, donc Asie vers l'Amérique du Nord, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont similaires à ce qu'on a vu auparavant. Donc, comme en import Asie, on observe un ralentissement de la demande et du volume transporté sur ce trade depuis la fin du Nouvel An chinois. Pour les mêmes raisons qu'en import Asie, donc confinement de Shanghai plus la slack season habituelle de la période. Ce ralentissement sur le transpacifique a eu des effets assez positifs sur la congestion des ports américains, qui est en diminution depuis mars 2022.
Et conséquence de tout ça, on observe une baisse des taux FAK, donc des prix catalogues sur le trade, ces derniers temps. Cependant, l'accès à la capacité est toujours en tension. Donc les navires sont toujours à environ 100% de remplissage, ce qui fait que les compagnies maritimes restent assez méfiantes. Elles anticipent un rebond de la demande au second semestre. Et donc, pour l'instant, elles sont toujours assez frileuses d'accorder de nouveaux contrats et allocations long terme, malgré la baisse effective des taux FAK ces temps-ci. Voilà, alors ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vous résume vraiment en quelques mots ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Sur l'export États-Unis, un marché relativement fluide en aérien qui va être aidé par le retour des vols saisonniers cet été. Et à l'inverse, une situation beaucoup plus complexe en maritime qui risque de s'aggraver sur le troisième trimestre. Et en import-Asie, situation assez similaire sur les deux modes de transport. Un marché plutôt calme actuellement, mais on redoute la tempête et les peak seasons à venir. Voilà, ça a été un peu dense. On a essayé d'être le plus concis possible, également pour laisser un maximum de temps pour répondre aux questions. Je vois qu'il y en a beaucoup, donc merci à vous. N'hésitez pas à en poser d'autres dès maintenant. N'hésitez pas non plus à nous solliciter par mail, donc nos adresses s'affichent à l'écran. Et je vais laisser la main à Hugo pour prendre les premières questions. Effectivement, alors je vais prendre les premières questions pour laisser souffler un peu Héloïse. Je commence par la question de Sandrine. Ne pensez-vous pas que les chargeurs ont commencé à sérieusement repenser la localisation de leurs fournisseurs hors Asie ? Alors, oui, effectivement, je pense que c'est un peu trop tôt pour parler de relocalisation en France ou en Europe. En revanche, certaines analyses montrent que les chargeurs ont eu tendance à multiplier la provenance de leurs fournisseurs, c'est-à-dire de ne pas avoir des fournisseurs qui viennent du même pays. On prend l'exemple souvent de la Chine, pour ne pas dépendre des aléas de ce pays. Donc, on va avoir plusieurs fournisseurs de Chine, d'Asie du Sud-Est. Effectivement, on peut avoir de plus en plus de Maghreb, de Turquie. Ça permet effectivement, s'il y a des problèmes en Chine, de ne pas avoir toute sa supply, toutes les importations impactées par ces aléas. J'enchaîne par la question de Stéphane. Quid des pays du Sud, Chine, Taïwan, Thaïlande, Vietnam? Alors, Taïwan, c'est un peu différent de la Thaïlande et Vietnam. On sera un peu sur les mêmes. Alors, il y a moins d'aléas qu'en Chine, donc il n'y a pas forcément cette même politique. En revanche, il y a des sanctions sanitaires des restrictions sanitaires qui sont toujours importantes. Donc, il n'y a pas un retour de flux touristique. Donc, une capacité en aérien qui est plutôt faible. Donc, depuis là, et ça perdure depuis maintenant une belle année. Donc, on a toujours des taux assez élevés et des capacités et complexité d'accéder à la capacité. Depuis la Thaïlande et le Vietnam, on est sur, comme on en parlait lors de notre dernier webinar, on est sur un allègement des restrictions pour les touristes. Donc forcément, les compagnies vont réinjecter des vols. Et donc, on est sur un allègement des complexités à charger et une baisse des taux. Quelle question Je peux enchaîner si tu veux, Hugo. Très bien. Non, ça y est. Alors, une question de Stéphane également qui a été votée. Contractualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est valable pour les petits chargeurs? Donc, effectivement, il y a Paul qui a répondu, mais ce qu'on entend par contractualisation, ça veut dire simplement utiliser un autre contrat avec votre commissionnaire de transport que des prix catalogue ou des prix spot, ou des prix FAK. Et effectivement, si vous êtes un petit chargeur, donc l'ordre de grandeur est assez difficile à donner et en fait, ça dépend vraiment des trades, mais on va dire en import-Asie, on considère qu'un chargeur qui peut contractualiser tout seul, c'est environ 500 TEU à l'année. À moins que ça, c'est compliqué. Donc, si vous êtes en dessous de ça, c'est pas un problème, en fait, et vous pouvez quand même contractualiser justement avec l'aide de votre commissionnaire de transport. Donc, ce qu'on va faire, nous, en tant que commissionnaire de transport, c'est justement agréger les volumes de plusieurs de nos clients, donc de plusieurs petits chargeurs, entre guillemets, parce que c'est pas tout petit, c'est quand même des gros volumes. Donc, on va agréger tous ces besoins-là et nous, on va négocier un contrat avec une compagnie maritime qui va nous permettre de bénéficier de taux intéressants et de capacités protégées. Et ensuite, on va en faire bénéficier tous nos clients. D'où l'intérêt, en fait, surtout pour les petits chargeurs, de traiter avec un commissionnaire de transport qui pourra vous faire bénéficier donc de taux de fret, renégociés et de capacités. Une question donc de Johanna. Quelle compagnie premium recommandez-vous en maritime pour plus de flexibilité de chargement? Donc, je pense que ça fait écho à ce que je disais sur les États-Unis. Alors, je vais donner des noms de compagnies. Il faut savoir que c'est valable à un instant T et qu'en fait, ça change. Et pour ça, je vous conseille vraiment de vous rapprocher de votre commissionnaire de transport qui est vraiment plus à même de connaître ce qui se passe en ce moment sur le marché auprès des compagnies maritimes. Sur les États-Unis, en ce moment, des compagnies assez chères et assez premium comme MSC, qui est la compagnie qui a le plus de capacité sur ce trade. Une autre compagnie, donc OOCL, qui aujourd'hui propose des taux de fret assez élevés également, mais qui chargent plus rapidement, vont être à privilégier, malgré le fait que effectivement ce soit des compagnies un peu plus chères, parce que votre préavis de chargement sera moins important que d'autres compagnies qui proposent des taux de fret, par exemple, valables au trimestre, moins élevés, mais qui sont pleins jusqu'à juillet aujourd'hui, en fait. Voilà.
Alors, Vas-y. enchaîner avec une autre question de Stéphane. Contractualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Valable pour les petits chargeurs. Alors, sur l'aérien, Ah, contractualiser, pardon. Oui, euh, je viens de répondre sur le maritime, mais je te laisse, pardon, sur l'aérien. contractualiser, donc là, je ne sais pas si la question Stéphane concerne le maritime ou l'aérien, mais en aérien, contractualisé, on parle de flux hebdomadaires. Donc, les compagnies aériennes sont ouvertes à une contractualisation sur des flux hebdomadaires. En revanche, si vous avez des flux qui sont moins fréquents, on vous invite à tourner vers des commissionnaires qui ont, eux, des BSA, donc des Block Space Agreement, donc des espaces dédiés réservés sur les vols, donc sur lesquels les transitaires, les commissionnaires comme Oversea peuvent faire entrer plusieurs de leurs clients dessus. Donc c'est pour ça que tout dépend un peu de vos flux. Il y a des solutions qui existent en fonction de, voilà, de la régularité de vos imports ou exports. Est-ce que... Alors, une question de Amar qui a été beaucoup votée, donc qui est tout en haut. Suite aux augmentations de coûts très importants du fret maritime entre la Chine et l'Europe, sans oublier la fermeture de l'axe ferroviaire Biélorussie-Ukraine, quelles solutions alternatives existent-ils? Est-ce que le Middle Corridor est une bonne option? Alors, le Middle Corridor, j'en ai brièvement parlé pendant la présentation, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le Middle Corridor, c'est une voie ferroviaire entre l'Asie, enfin la Chine, en fait, et l'Europe. Et c'est une voie alternative à ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, qui est donc la voie classique qui passe par la Russie, Biélorussie et qui termine, enfin, et qui arrive dans l'Union européenne par la Pologne. Ce Middle Corridor, c'est une voie qui va desservir, qui va passer par le sud de la Russie, donc enfin qui va pas passer par la Russie, qui passera par les pays au sud, et qui va traverser plusieurs mers, notamment la Caspienne et la mer Noire. Donc c'est une alternative en ferroviaire qui est différente de la nouvelle route de la soie. Cette alternative, elle est assez récente. Aujourd'hui, en fait, pour être parfaitement honnête avec vous, nous, on est un petit peu frileux sur cette alternative. On la trouve un petit peu risquée, dans le sens où le transit time est plus long que la nouvelle route de la soie. Donc, il faut compter environ 35 jours de transit time, quand sur la nouvelle route de la soie, le transit time indicatif était de 21 jours. Il y a des ruptures de charge sur cet axe, puisque, comme je l'ai dit, elle traverse des mers. Donc, ça veut dire qu'il y a des transbordements du rail sur un navire. Et voilà, c'est un axe qui est assez nouveau. C'est plus onéreux qu'en maritime. Donc aujourd'hui, on compte entre 17 000 et 20 000 $ all-in pour transporter un conteneur 40 pieds sur cet axe-là. Et par contre, elle va partir de Chine, donc sur les hubs principaux que vous connaissez si vous aviez l'habitude de faire du rail, notamment Xi'an, et va arriver en Europe. Alors je pense que ça doit arriver à Liège, à Hambourg, à Varsovie, enfin, ou en Malasevice en Pologne, et également en Europe du Sud, donc Prague et Budapest. Voilà. Donc c'est une alternative qui peut être intéressante, qui est très nouvelle. Donc c'est vrai que il faut avoir envie d'essayer et c'est plus cher que le maritime. Mais voilà, nous c'est une alternative qu'on est en mesure de vous proposer puisqu'on travaille avec un agent chinois qui est assez expert sur cette nouvelle ligne-là. Donc si vous êtes intéressé, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il y a toujours pas mal de questions sur le maritime, moins sur l'aérien. Allez, j'enchaîne avec une question de Karine. Bonjour, nous avons actuellement beaucoup de blank sailing avec APAG depuis le début de l'année. Qu'en est-il avec les autres compagnies maritimes? Alors, je ne sais pas exactement de quel trade vous parlez, Karine. Est-ce que c'est l'import Asie? Est-ce que c'est le Transpacifique? Est-ce que c'est l'export États-Unis? Est-ce que c'est d'autres trades? Donc, je vais vous répondre un petit peu globalement. En fait, alors la première chose à noter, c'est que les compagnies maritimes, elles fonctionnent par alliance. Donc, en fait, c'est assez rare que APAG soit le seul à opérer sur ces navires. Donc, généralement, APAG, vous allez avoir d'autres compagnies maritimes qui vont opérer alternativement sur les navires de chacun. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais sur les navires APAG, vous allez avoir également ONI, vous allez avoir également ACL, par exemple, pour l'export États-Unis. Donc, le blank sailing, c'est plutôt au niveau du navire qu'il faut le regarder et pas au niveau de la compagnie maritime. Ensuite, est-ce qu'il y a des blank sailing sur toutes les alliances et sur tous les navires? En fait, oui, ça dépend vraiment des rotations des navires, mais de manière générale, un blank sailing survient quand il y a trop de congestion dans un port, dans le port soit qui a le blank sailing, soit dans un des ports précédents et du coup le navire prend du retard. Et ça, malheureusement, vu que c'est plus lié au port qu'aux navires et aux compagnies maritimes en elles-mêmes, les blank sailing vont être... Enfin, il n'y a pas des compagnies spécialement plus fiables que d'autres. Alors, il faut savoir qu'il y a des petites compagnies un peu niches, parfois, qui desservent des ports qui sont un peu alternatifs. Donc, sur la côte est des États-Unis, il y en a plusieurs. Par exemple, le port de Wilmington au lieu du port de Norfolk. Ça peut être une alternative, mais de manière générale, si vous restez sur les grosses alliances et on va dire les 10 compagnies maritimes principales que vous connaissez, le niveau de fiabilité est relativement similaire
et surtout peut vraiment varier d'une semaine ou d'un mois à l'autre. Très bien, merci Héloïse. Alors, on a toujours peu de questions pour l'aérien. Alors, je te laisse la main. Il y a Raphaël qui demande quels seraient vos top 3 des ports européens les moins congestionnés à privilégier pour un flux depuis la Chine en comparaison au Havre, dans la mesure où le temps de congestion d'un navire au Havre peut être plus important que le fait de prolonger jusqu'à la côte allemande. Est-ce que Héloïse a des insights là-dessus? Alors, c'est vrai, mais il faut bien avoir en tête que les autres ports, surtout du nord de l'Europe, sont extrêmement congestionnés aussi. Donc, Hambourg, Rotterdam, même Anvers, sont à peu près à la même situation qu'au Havre, sachant que le Havre, donc sur le TNMSC, en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Sur les autres terminaux, c'est un peu plus fluide. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de congestion du tout, ce ne serait pas vrai, mais voilà, c'est plus fluide. Alors après, si votre lieu de livraison est situé en France, et on va dire ailleurs que dans le dans l'extrême nord de la France, vous pouvez également utiliser Fos. Alors, il y a certaines compagnies qui desservent Fos en transbordement, donc c'est pas forcément les meilleures solutions parce que les transbordements s'effectuent donc à Barcelone ou dans des ports qui sont également très congestionnés. Mais pour des compagnies qui desservent Fos en direct, Fos peut être une bonne alternative, sachant que si vous êtes situé par exemple en région lyonnaise, vous pouvez très bien remonter en barge depuis le port de Fos. Si vous êtes situé ailleurs en France, il est toujours possible de remonter autrement qu'en camion. Et notamment en rail, parce que le réseau ferroviaire français est assez bien développé. Donc, le port que je vous conseillerais le plus pour éviter la congestion, ce serait plutôt essayer le sud de la France, plutôt que les autres ports du Nord qui sont extrêmement congestionnés. Et en fait, vous risquerez de payer plus cher en post-acheminement pour assez peu de bénéfices, finalement. Voilà. Alors après, si vous pouvez, il y a le port de Dunkerque, qui est pour le coup un port français qui n'a pas subi de grève, par exemple, depuis dans les 30 dernières années. Donc le port de Dunkerque, bon, c'est un plus petit port, mais il peut être très intéressant. Mais il faut savoir qu'il n'est pas desservi en direct par la plupart des compagnies. Donc les compagnies qui le desservent en direct, c'est Ocean Alliance, généralement, donc Evergreen, CMA, CGM, principalement en import Asie. Et quand il n'est pas servi en direct, il est en transbordement au Havre, et du coup, vous avez soit en Havre, soit à Anvers. Mais dans tous les cas, vous avez exactement les mêmes problèmes que si vous déchargiez au Havre ou à Anvers. Donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Voilà pour cette question. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je suis en train de regarder sur. Alors, peut-être dernière question d'Aurélie concernant le train de Maghreb et Turquie. Alors, en aérien, qu'est-ce qu'on peut espérer sur ce train-là? Donc, il n'y a pas de grand changement. On est sur des sanctions sanitaires qui ont pratiquement disparu en aérien. Donc, on va avoir un retour des vols et surtout du flux touristique qui va permettre une amélioration de la capacité. Et en maritime, je ne sais pas si, Héloïse, tu as un peu des insights là-dessus sur ces trains en maritime. Alors, c'est Turquie-Maghreb, c'est ça la question? Exactement. Pardon, j'étais en train de lire les autres questions. Alors, effectivement, on observe un début. Enfin, on voit que le Covid a un peu rebattu les cartes et qu'il y a beaucoup d'importateurs français qui commencent à penser à ressourcer leur production, notamment dans des pays comme la Turquie. L'Inde n'est pas mentionnée, mais c'est également une option, et le Maghreb. Alors, concernant le maritime, il y a des lignes un peu historiques qui existent. C'est des compagnies maritimes un petit peu différentes également qui desservent la Méditerranée, mais il faut savoir que disons qu'on n'est pas les premiers à y penser et que c'est des dessertes qui sont toujours très compliquées, et les bateaux sont vraiment pleins. C'est des bateaux qui sont également beaucoup plus petits que les navires qui font de l'import Asie, et donc la capacité est également très limitée. En termes de prix, on est quand même en dessous de l'import Asie, ça bien sûr, notamment juste du fait de la distance parcourue. Mais en termes d'accès à la capacité, c'est un peu plus chaotique. Voilà. Il faut savoir que depuis la Méditerranée, le mieux, c'est en plus d'arriver à Fos-sur-Mer. Il y a des lignes qui remontent vers le nord de l'Europe, mais disons que les lignes historiques et traditionnelles, c'est plutôt des lignes sur la Méditerranée. Donc, je ne sais pas où sont situés vos lieux de livraison, mais voilà, il faut avoir ça en tête. Et voilà, quoi. Il est 11h29, on a le temps d'une dernière question. Que pensez-vous du service de réservation en ligne proposé par les compagnies maritimes? Alors, je ne sais pas si on parle de réservation en ligne, de ToSpot là-dessus, mais Louis, est-ce que tu as des informations sur… Oui, alors je pense qu'effectivement, alors si on parle simplement, je pense pas qu'on parle de réservation en ligne simplement placée en booking, parce que ça se fait en ligne depuis assez longtemps, ou même par mail chez certaines compagnies maritimes, mais je pense plutôt que vous parlez des ToSpot. Donc je rappelle un petit peu ce que c'est qu'un ToSpot, c'est les compagnies maritimes qui commencent à fonctionner d'ailleurs de plus en plus comme des compagnies aériennes, et à proposer non plus des grilles sur le mois ou sur le trimestre ou sur la quinzaine, non plus des contrats sur un terme, enfin, et voilà, qui commencent à vendre une partie de leur capacité en spot, c'est-à-dire en disant, sur ce navire-là particulier, il me reste de la place, j'ai un équipement garanti,
et ça coûte ce prix-là. Donc, c'est plus un prix qui est donné au mois, c'est un prix qui est vraiment donné au navire, et c'est un prix qui est extrêmement dynamique, donc qui peut changer en fait vraiment plusieurs fois par jour, en fonction de la vitesse du remplissage du navire. Si la compagnie voit que son navire commence à se remplir, elle va augmenter le prix de sa capacité spot. Et si la compagnie voit que son navire ne se remplit pas suffisamment vite, elle va baisser le prix de la capacité qu'elle vend en spot. Donc voilà, ça c'est un mode de fonctionnement qui se développe de plus en plus chez les compagnies maritimes pour optimiser leurs revenus. Donc les pionniers à avoir fait ça, c'est Maersk et Hambourg Sud qui font maintenant partie du même groupe. Et de plus en plus de compagnies commencent à proposer ces choses-là, donc OCL, CMA CGM, Evergreen. Alors pas sur tous les trades, mais sur certains trades plus simples, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant que commissionnaire de transport? C'est assez mitigé, en fait. D'un côté, ça peut permettre d'être extrêmement opportuniste, donc de se dire, bah, là, je suis pas pressé pour mon envoi, et du coup, je vais placer mon conteneur sur un navire qui coûte pas cher, parce qu'il se trouve que le navire est pas rempli, et que la compagnie brade un peu sa capacité. Donc, ça permet vraiment de faire des économies sur un conteneur en particulier. Par contre, c'est un fonctionnement qui ne permet pas aux importateurs et aux exportateurs, donc à ceux qui finalement payent le fret, de budgéter le transport sur du long terme. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est encore assez mitigé, c'est encore assez nouveau. Et en fait, pour vous, si on vous donne un prix, je sais pas, 1 200 $ pour un export Le Havre-Shanghai, une semaine, ça sera peut-être 200 $ de plus ou 200 $ de moins la semaine suivante. Et du coup, ça vous permet pas non plus de budgéter sur l'année. Donc, c'est quelque chose que c'est un peu joueur. Disons qu'on déconseillerait ça pour les flux réguliers. On vous conseille plutôt de contractualiser avec votre transitaire. Mais par contre, il faut avoir en tête que ponctuellement, ça permet de racheter le fret à un prix très intéressant et de réaliser des économies. Il est 11h32, je pense que c'est l'heure de nous quitter. On vous remercie en tout cas pour votre présence, vos questions. Vous avez la possibilité de regarder en replay ce webinaire, de télécharger la présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nos adresses sont indiquées à l'écran. Et n'hésitez pas aussi à nous faire un retour de ce que vous avez pensé de ce webinaire. En tout cas, on était ravis de pouvoir vous présenter la situation actuellement et de répondre à vos questions. Et on se retrouve prochainement pour un autre webinaire. Au revoir et très bonne journée. Merci, au revoir.